Je pense, tout comme Isabelle, que le problème que nous avons relève de l'énoncé de celui-ci. Alors, ma fille, qui a aujourd'hui 12 ans, me parlait d'un exercice qui avait été le sien à l'école, où la professeure, très intelligente, leur avait demandé, ils avaient 8 ans à peu près, faut-il privilégier la maîtrise des mathématiques ou faut-il privilégier la maîtrise du langage? Au bout de la discussion, elle me dit que les garçons, bizarrement, étaient plutôt du côté de la rationalité, savoir peser, mesurer, des choses comme ça. Et les filles étaient plutôt du côté du langage. Alors, il ne s'agit pas d'une conclusion de genre, mais elle a asséné un argument au leader des garçons d'en face, qui tenait le discours s'agissant de mettre en avant d'abord le calcul et les mathématiques, en lui disant, mais si tu n'es pas en mesure de rédiger clairement le problème que tu dois résoudre, toutes les formules de mathématiques que tu vas utiliser seront nulles, ne serviront à rien. C'est-à-dire qu'elle me fait réaliser à ce moment-là, elle me donne un cours, ma fille de 8 ans, j'ai pas honte de le dire, sur la nécessité primordiale de bien rédiger l'énoncé d'un problème. Une fois que celui-ci est bien rédigé, ça participe déjà de trouver des solutions. Et nous avons ce problème en France. Alors, il y a notamment la confusion de termes comme islamophobie. Je suis d'accord sur le fait qu'on ne doit pas laisser se répandre un discours qui soit contre les musulmans, qui les désigne comme une entité monolithique, qui partagerait tous les mêmes idées. C'est bien plus complexe que ça, le monde musulman. Il serait temps de réaliser. Donc, je condamne l'essentialisation d'une communauté religieuse. En revanche, le terme islamophobie nous a fait perdre un temps énorme s'agissant de faire le lien entre le passage à l'action violente et le corpus idéologique qui le porte. C'est-à-dire que toute violente que puisse être une action, elle est toujours précédée de la pensée. Un individu, et je sais de quoi je parle, qui va tuer et se faire tuer ne le fait pas sans y avoir réfléchi un minimum, même si sa réflexion, au regard de critères classiques, semble fantasmagorique, au-delà du réel, au-delà de la logique, mais c'est quand même une réflexion. Et la réflexion s'appuie toujours sur le logos et sur le corpus littéraire. Elle s'appuie toujours sur le discours et le corpus littéraire. Donc, quand Madame Hafsi, dont j'ai énormément apprécié l'intervention, nous dit que nous avons également des profils de gens solitaires, ça représente quand même la partie congrue du problème. Elle existe, il y a effectivement des gens qui n'ont besoin de personne pour se remonter le bouchon, mais en règle générale, il y a quand même un continuum idéologique. Alors, pour l'avoir pratiqué moi-même, pour faire un bref résumé de mon parcours, je pars en 93 avec la volonté de combattre en Bosnie. Sur place, je passe près d'un mois à essayer de rejoindre les unités combattantes, mais la Croatie et la Bosnie viennent de se déclarer la guerre. C'est un maelstrom de violence pas possible. Celui que je suis censé rejoindre me dit que les structures d'accueil des djihadistes étrangers ne sont pas encore suffisamment installées, et il me conseille d'aller en Afghanistan. Ce que je ferai, je pars à peu près 10 mois sur place, dans le camp de Khalden, en zone tribale, contrôlée par le Hizb islamique de Hekmatia, et on me forme pendant 10 mois, non seulement à tous les aspects militaires d'une action violente, mais également à la doctrine et l'idéologie. L'œil du cyclone de cette idéologie, elle se résume à un verset que je vais vous citer, c'est Allahu yaghfiru man yasha illa an tushriku bihi shay'an. À base de ce verset-là, sur base de ce verset-là, vous pouvez éliminer votre adversaire pour que vous prouviez qu'il est associé à Allah et quelque chose. Techniquement, ça ne peut pas. Sur place, il y a un gars que je déteste et qui me le rend bien. Mais ça relève de l'ADN, c'est épidermique. Dès que je le vois, il m'énerve, et dès qu'il me voit, ça l'énerve. Et un matin, il vient me voir avec 2 témoins, je comprends vite ce qui est en jeu. Il me pose la question en me disant, mais en France, le matin, quand tu te réveilles, comment fais-tu? Je dis, j'utilise mon réveil. Il me dit donc, tu t'en remets au réveil, au lieu de m'en remettre à Allah. Dans son esprit, j'associe le réveil à Allah. Et il a la fatwa dont il a besoin pour m'éliminer, si je réponds oui. Je comprends immédiatement ce qui est en jeu, j'enlève mon cran de sûreté de Kalachnikov, il y a toujours une balle au canon, et je lui dis, est-ce que tu peux me répéter ça? Et ça s'arrête là, c'est-à-dire que l'accès à la violence est d'autant plus facilité que vous êtes convaincu
c'est vraiment la conviction des djihadistes qui fait leur force. Et vous n'êtes convaincu qu'à base de ce genre d'aphorisme. Ça paraît ahurissant de faire une fatwa sur base d'un réveil, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que techniquement, nous savons aujourd'hui, pour l'avoir observé, en 1940, quand les Allemands bombardent Londres par erreur, il y a une question parlementaire qui est posée. On se pose la question de doit-on, nous aussi, les Anglais du moins, bombarder Berlin? C'est une vraie question parlementaire. En 1944, ils ne se la poseront plus la question. Ce sera devenu du banal. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que sur une logique idéologique qui nous permet de sortir de l'islam à peu près tout et n'importe qui, en zone de guerre, chaque option sera toujours plus violente que la précédente. C'est un cercle vicieux. Il y a l'effet de groupe qui agit également. C'est-à-dire que si vous prenez une décision d'action violente un jour, le lendemain, elle sera plus violente. Le surlendemain, elle le sera encore plus. Et ça ne peut que monter crescendo, cette histoire. Je pense également que les programmes de déradicalisation sont un peu une vaste fumisterie. C'est vraiment, à mon sens, la nécessité réside dans la prévention. Il faut vraiment produire des outils pédagogiques à destination des plus jeunes. Il faut que l'éducation nationale s'empare du sujet, qu'elle permette aux professeurs des écoles d'avoir un outil pédagogique qui mette en garde la jeunesse, comme on pourrait le faire avec la prévention routière ou comme on l'a fait avec d'autres choses. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que jusqu'à présent, les pays européens, fidèles à leur culture nombriliste, ont pensé qu'ils étaient, eux, les responsables de ce qui se passait. Et si ça se vérifie partiellement, nous avons quand même affaire à une idéologie transnationale, avec des gens qui se considèrent membres d'une citoyenneté fantasmée, qui est la Oumma, qui est transnationale. Il faut bien comprendre que chaque pays, individuellement, est confronté à un problème mondial. Je pense que nous l'avons réalisé puisque nous sommes présents ici aujourd'hui. Nous n'arriverons pas, les pays concernés, à trouver des solutions seuls dans notre coin. Impossible. Il faudra que nous tous, nous trouvions une réponse commune efficace. Alors, je rejoins à nouveau Madame Hafsi concernant le modèle algérien. La seule vraie grande différence du dossier algérien, c'est que dans son malheur, il n'a pas connu l'internationalisation du conflit interne, alors que la Syrie est devenue une mini-guerre mondiale. On a l'impression d'une redite de la guerre d'Espagne où les fascistes s'entraînaient à la grande partie qui allait arriver. Et aujourd'hui, nous nous éloignerons d'autant plus de la solution Syrie qu'il y aura d'intervenants extérieurs. Je ne suis pas aux commandes de la politique extérieure française, mais j'espère que nous allons participer à la paix en Syrie en nous retirant du dossier. Je pense que ça a été une erreur fatale de s'y être adjoint tel que nous l'avons fait. Là encore, je ne suis pas aux affaires. Réellement, nous avons tous une partie de la réponse. Les Syriens, les Algériens, les Tunisiens, les Français, même les Allemands, les Canadiens. Si nous pensons chacun dans notre coin arriver à trouver la réponse, nous avons déjà perdu. Il faut vraiment penser transnational. Je reviens également sur un point important. Ce qui participe de ma déradicalisation, l'État français le fait sans le savoir, c'est comme M. Jourdain qui fait de la prose en l'ignorant, le fait que l'on ne m'ait pas torturé, le fait que j'ai eu droit à un avocat, le fait que l'on m'ait jugé avec des lois existantes, sans Guantanamo, le fait que l'on m'ait considéré prisonnier de droit commun, le fait que j'ai eu droit à une défense, à participer à me déradicaliser parce que j'étais convaincu que j'aurais droit à la torture et à une exécution sommaire. Ça n'a pas été le cas. Le deuxième point, je viens rejoindre Isabelle et d'autres intervenants sur la question de la culture. Lorsque l'on m'incarcère, la pénitentiaire me signifie que je n'ai le droit d'emprunter que 2 livres par semaine. Avec mon esprit rotor, j'entends 2 par semaine, ben je vais en lire 2 par jour. J'enlève vite le roman et le récit, je commence à lire l'histoire, la géographie, la philosophie, les classiques grecs, l'Iliade et l'Odyssée, Machiavel, c'est peut-être pas rassurant, mais c'est le cas. Et grâce à cette lecture, en mode intensif, à raison de 2 livres par jour, je ne dis pas que j'ai tout compris, mais je me suis tenu à cette règle, j'ai changé complètement ma grille de lecture politique du monde. J'ai fait un reset, une réflexion politique, et j'ai revu ma façon de voir le monde.
On va essayer de tenir le timing à 1 minute près. Le troisième point qui a fait que je me sois déradicalisé, c'est que mon pays m'a permis de réintégrer la place que j'avais laissée vacante. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas persécuté à ma libération, on ne m'a pas fait perdre d'emploi lorsque c'était le cas, on ne m'a pas empêché de me loger, de me marier, de créer une entreprise, d'être indépendant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que la seule réponse que nous avons à apporter, c'est d'être à la hauteur de notre projet humaniste. Sans ça, parce que c'est la question que nous pose le terrorisme mondial, c'est la question de fond que nous pose le terrorisme. Si nous nous éloignons de cet humanisme qui doit être notre moteur pour tomber dans la radicalité opposée à la radicalisation, nous ferons le jeu de nos adversaires. Merci de m'avoir écouté.